Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo autour d'un lieu abandonné, les Fort Manchel. Pour se mettre dans le contexte, on doit retourner près de 80 ans en arrière, pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942. La France est occupée par l'Allemagne nazie, qui se retrouve donc à une mer du Royaume-Uni. Le port de Londres est donc très important pour l'afflux de marchandises et de troupes, et ça l'Allemagne le sait très bien. De ce fait, on peut en quelque sorte dire que Londres est le dernier rempart de l'Europe de l'Ouest. La ville va donc subir de nombreux bombardements et va voir l'estuaire de la Tamise se remplir de mines afin de détruire les bateaux qui souhaiteraient entrer ou sortir du port. Pour vous donner une petite idée, en quelques mois, c'est plus d'une centaine de navires britanniques qui seront coulés à cause des mines. Vous inquiétez pas, hein, on y vient au Fort Manchel, mais il faut que je vous explique un petit peu tout avant. Pour tenter de réduire ces bombardements, le Royaume-Uni va donc déployer de nombreuses unités maritimes dans le but d'essayer d'anticiper les bombardements aériens et les sous-marins qui sont là pour déposer des mines. Malheureusement, ça ne va pas être très efficace et c'est là que va entrer en jeu un homme avec une idée que l'on peut qualifier d'originale. Guy Munchel propose de construire des forts à quai sur pilotis qui seront ensuite transportés par bateau jusque là où ils ont besoin de les placer et seront ensuite coulés pour ne laisser seulement dépasser de l'eau que la charge utile. L'idée ne convainc pas du tout le gouvernement britannique et il va donc totalement ne pas la prendre en considération. Mais à force de continuer à trouver une solution et ne trouvant rien, il reste que l'idée de Guy Munchel sur la table. Donc les autorités britanniques vont mettre en place ce plan et déployer les forts en 1943. Il faut aussi noter qu'il y avait deux types de forts. Les Naval Forts qui étaient armés et équipés par la Royal Navy et les Army Forts qui eux étaient occupés par des soldats de la British Army. Au total, 4 Naval Forts vont voir le jour et 6 Army Forts, dont 3 dans l'estuaire de la Tamise. Toutes ces installations vont donc permettre de surveiller le ciel et surtout de prévenir de l'arrivée de potentiels bombardements allemands et surtout la surveillance de la pose de mines marines par avion. Au final, bilan des comptes, il faut avouer que l'idée a plutôt bien marché car pendant la guerre, ce n'est pas moins de 22 avions ainsi que 30 missiles V1 allemands qui ont été détruits grâce à ces installations. Voilà, on va clôturer donc le sujet sur la guerre et donc maintenant que la guerre est finie, que faire de toutes ces installations? Au début, l'armée britannique va entretenir ses forts au cas où un nouveau conflit éclaterait. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale. Et donc, au bout de 10 ans, voyant que ça ne servait à rien de garder ces forts, ils vont donc les décommissionner et les abandonner. Ils sont donc désormais livrés à eux-mêmes, mais leur histoire ne s'arrête pas là. Et vous allez voir, on change totalement de sujet. Ça se passe un peu plus tard, durant les années 60. Au Royaume-Uni, la seule radio qui a le monopole pour pouvoir diffuser sur les ondes est la BBC. Alors la population, on a un petit peu marre de tout le temps entendre que cette radio, surtout qu'elle est un petit peu conservatrice et donc elle ne passe pas forcément les musiques qui sont un peu en vogue à cette époque. Et de plus, vous savez qu'un monopole, généralement, ça finit par pas très bien se passer. Il va donc naître de nombreuses radios pirates, qui vont être un petit peu plus laxistes sur les règles de diffusion, notamment en diffusant des musiques beaucoup plus récentes et en utilisant des langages un petit peu plus familiers. Mais ça, la population adore et ça grandit dans le pays. De plus en plus de radios pirates vont donc se développer et vous vous doutez bien que ça va commencer un petit peu à agacer l'État. Et là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Quel est le rapport avec les Fort Manchel? Eh bien tout simplement, à votre avis, pour une radio pirate, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que d'avoir un endroit où diffuser qui est à la fois assez loin du pays pour être à peu près tranquille niveau gouvernement, mais en même temps assez proche pour pouvoir diffuser sur les ondes du pays? L'endroit parfait. Bon, vous vous doutez bien que ça a marché qu'un temps, le pays n'acceptant pas du tout cette situation va faire en sorte de reprendre les forts vers la fin des années 60 et donc rendre toutes ces radios illégales et les chasser des forts. Ces forts se retrouvent donc de nouveau à l'abandon. Mais attendez, c'est pas du tout encore fini. Là, ce qui nous attend, c'est typiquement le scénario d'un film de science-fiction. Un certain Paddy Roy Bates, ancien major de l'armée britannique et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, avait aussi créé une radio sur ces forts à l'époque. Sauf que lui, non, il n'a pas envie qu'on le chasse. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repéré un autre fort un peu plus loin, un fort de type Naval Forts comme décrit un peu plus tôt dans la vidéo, qui s'appelle plus précisément le Fort Routh. Et après avoir longuement discuté avec des avocats qui s'y connaissent dans le droit maritime, il apprend que techniquement, rien ne l'interdit de prendre cette plateforme pour lui, car elle est dans les eaux internationales, à la différence des autres Army Forts où la radio était au début, qui étaient dans les eaux territoriales. Donc en fait, comme le Royaume-Uni a délaissé ses forts et que certains sont dans les eaux internationales, techniquement,
n'importe qui peut demander ce petit bout de terre. Donc là, on est vraiment au moment de Noël, tout le monde vit sa meilleure vie, en famille, etc. Et qu'est-ce que fait Roy? Lui, il débarque avec un bateau de pêche le 25 décembre 1966 sur la plateforme pour en prendre possession. C'est comme ça qu'est née la principauté de Sealand. Parce que du coup, oui, attendez, il s'approprie une plateforme et du coup, il va même créer son propre état. L'indépendance de la principauté est donc déclarée le 2 septembre 1967 par le couple Bates, car oui, il a une femme aussi, qui était prête à le suivre dans ce projet d'aller vivre sur une plateforme en plein milieu de la mer. Et on parle pas en plein milieu d'une mer sympathique, hein, la mer du Nord. C'est pas folichon l'hiver. Bon, du coup, Roy s'autoproclame souverain de la principauté. En même temps, c'est pas compliqué. Au début, ils sont pas beaucoup. Et donc, il revendique le Jus Gentium, alors je sais pas si je le prononce très bien, qui est le droit des nations sur cette partie du globe qui est Terra Nullius, c'est-à-dire terre de personne. Et donc, comme Roy crée son pays, il crée tout ce qui va avec. Un drapeau, une devise nationale et Mare Libertas, donc de la mer à la liberté, un hymne national, sa propre monnaie, même des timbres, enfin tout ce qui va avec, quoi. Je vous rappelle qu'on parle quand même d'une petite plateforme située en plein milieu de la mer qui se comporte littéralement comme un pays. En fait, ils impliquent des moyens vraiment énormes pour quelque chose qui est dérisoire. C'est vraiment contradictoire, quoi. La famille Bates propose donc la liberté et la justice à tous ceux qui vivront sous le drapeau de Sealand, mais pas forcément autant aux personnes extérieures, hein. Car quelques temps plus tard, le gouvernement britannique va envoyer une unité maritime afin d'effectuer une opération de maintenance sur une bouée. Pour accéder à cette bouée, le bateau a dû passer par les eaux territoriales du Sealand. D'ailleurs, on n'est pas vraiment... Enfin, ça fait controverse, hein. Faut savoir que la famille Bates a totalement développé un pays, mais il n'est pas forcément très reconnu dans le monde. Et donc, pour en revenir à l'histoire de base, ce bateau passe donc dans les eaux territoriales de Sealand, et comment il va être accueilli? Par le fils de Roy, qui s'appelle Michael, qui va littéralement faire des tirs de sommation sur le bateau. Tranquille le gars. Et à cette époque-là, il est âgé de 15 ans. Suite à cet incident, le père et le fils sont donc accusés de détention d'armes illégales et de mise en danger de la vie d'autrui. Ils vont donc être jugés dans le comté de l'Essex, donc qui est le comté le plus proche de Sealand. Mais devinez quoi, le 25 novembre 1968, l'affaire va être classée sans suite, car tout simplement la plateforme est dans les eaux internationales et le Royaume-Uni ne peut pas faire appliquer ses lois sur le Sealand. Ça va pas du tout s'arrêter là, il continue vraiment à être dans son délire de pays et en 1975, il va présenter la constitution du Sealand qui est rédigée par son tout nouveau premier ministre, qui vient tout juste de nommer, il est tout frais, et qui est le docteur Alexander Hakenbach. Mais ce fameux Hakenbach, il n'est pas aussi très gentil. 3 ans plus tard seulement, il va se rebeller et va décider de prendre de force la plateforme. C'était un moment où le couple était parti de la plateforme, il restait donc que le fils dessus. Hakenbach profite de l'occasion, arrive avec une unité, prend de force le fort et capture le fils, Michael, pour ensuite l'envoyer aux Pays-Bas. Voilà. Littéralement, ils se débarquent de tout le monde, ils prennent le fort et voilà, quoi. Bon, je vous rassure, le fils va être libéré très rapidement, seulement quelques jours plus tard. Mais alors là, imaginez, Roy, il est fou, il est énervé là. On lui a volé sa plateforme. Jamais on lui vole son pays. Et surtout, en plus, c'est son premier ministre, quelqu'un en qui, normalement, il avait confiance. Et donc, pour répondre à cette attaque, il va engager des mercenaires, prendre un hélicoptère, arriver sur la plateforme, littéralement débarquer avec des forces armées. Alors, en voyant les forces armées, les troupes d'Hakenbach, ils ont dit « Oulala, danger !» Du coup, ils se sont littéralement rendus direct. Il a repris sa plateforme, le gars. Il a pas rigolé, quoi. Suite à cette intimidation, comme je vous l'ai dit, les envahisseurs se rendent immédiatement et Hakenbach est jugé pour trahison contre sa patrie et est condamné à la prison à vie. Mais attendez, là, ce que vous savez pas, c'est que ça va encore partir dans un truc de fou. Parce que, ce que je vous ai pas dit, c'est que Hakenbach, c'était un Allemand qui est donc venu vivre au Sealand, donc il avait la double nationalité, sealandaise et allemande. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? L'Allemagne, elle a un ressortissant de son pays qui est littéralement en captivité dans un autre pays. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de le récupérer, bien évidemment. Bon, du coup, l'Allemagne se dit, bon, ça va se passer tranquillement, on va appeler le Royaume-Uni et leur demander qu'ils nous le libèrent, quoi. Donc, c'est ce qui va se passer. L'Allemagne va donc contacter le Royaume-Uni pour leur demander de libérer Hakenbach.
Mais le Royaume-Uni va leur dire en fait, nous, on gère rien du tout de ce qui se passe là-bas. C'est compliqué, quoi. Et ils vont donc leur joindre en même temps la décision du tribunal du comté de l'Essex qui avait eu lieu auparavant, comme quoi c'était en droit international et qui pouvait en fait rien faire. Au final, ce n'est pas le Royaume-Uni qui va régler cette situation, c'est l'Allemagne. Elle va donc envoyer un diplomate pour négocier la libération d'Achenbach, et après plusieurs semaines de parlementation acharnée, Roy va céder. Il va le libérer. De ce fait, Roy il affirme que la visite de ce diplomate allemand affirme la reconnaissance de facto de la principauté de Sealand par l'Allemagne. Bien évidemment, l'Allemagne ne va jamais confirmer ces dires, comme quoi ils ont reconnu que la principauté de Sealand était vraiment un pays à part entière. Bon, ensuite, il n'y a pas à se passer grand-chose, seulement un petit changement de la part du Royaume-Uni en 1987 qui va décider d'étendre ses eaux territoriales, chose qui est autorisée par la législation internationale de 1958. Le Sealand se trouve dans les eaux territoriales du Royaume-Uni. Bon, bien évidemment, vous savez, Roy il a toujours un coup dans son sac, donc il va dire « Bah non, moi j'ai étendu mes eaux territoriales un jour avant la décision du Royaume-Uni. Comme ça, pas de problème. » Bien évidemment, personne ne va y croire, donc les doctrines juridiques britanniques vont considérer que le Sealand est bien sur leur territoire, mais ils vont littéralement ne pas aborder le sujet, fermer les yeux là-dessus et se dire on n'intervient pas, du moins que si on a besoin, quoi. Bon, quand même pas mal de chance pour le Royaume-Uni qui depuis pas mal d'années avait un petit peu de honte en quelque sorte à cause des situations que le Sealand créait. Tout continue de se calmer au Sealand et Roy va abdiquer en 1999 au profit de son fils héritier du coup, Michael. Bon, Michael, il n'est pas aussi fou que son père, même s'il a quand même fait des tirs de sommation sur un bateau quand il avait 15 ans, il est plutôt calme. Il n'y a rien qui va se passer, sauf en 2006, un incendie va se déclarer sur la plateforme et va tout ravager sur son passage. Suite à ça, Michael va donc décider de la mettre en vente en 2007 avec la déclaration suivante. On possède l'île depuis 40 ans. Mais maintenant, mon père est âgé de 85 ans. Peut-être que le temps est venu d'un rajeunissement. Il faut que je vous donne les propos de vente parce qu'ils sont pépites. Vue panoramique sur la mer. Ah bah ça c'est sûr qu'en même temps, en plein milieu de l'eau, tu peux pas faire mieux. Tranquillité totale. Alors là c'est sûr qu'on peut toujours en plein milieu de la mer, on peut pas faire mieux. Hein. Les voisins, y a pas foule. Absence d'impôts. Bah oui, parce qu'on vend, là on parle de la vente d'un état, donc au Sealand il n'y a pas d'impôt. Donc ça c'est un argument de vente, pas d'impôt. Bon, bien évidemment vous vous doutez que peu de gens vont se manifester pour l'achat, sauf un, The Pirate Bay, le plus gros annuaire de torrent mondial. Ils vont donc réussir à amasser la somme de 2 millions de dollars pour la proposer à Michael. Il va refuser car il ne souhaite pas vendre la plateforme à une entité, je cite, violant les droits sur les copyrights. Car si on prend un peu de recul, céder le Sealand en fait à une entité comme The Pirate Bay lui donnerait en quelque sorte une immunité diplomatique. Et en fait, pourrait exercer toutes ses activités et faire ses actions qui sont pas très légales de façon un petit peu intouchable. Bon, au moins, avec cette réaction, on peut au moins dire que Michael s'est racheté une conscience car il ne souhaite pas céder la plateforme à la première personne qui serait capable d'aligner une grosse somme d'argent en face et surtout pour faire des choses mauvaises avec son pays. Alors il faut savoir aussi que dans le monde entier, le Sealand va continuer à faire parler de lui. On va souvent retrouver des faux papiers sealandais dans des trafics pas très légaux, souvent aussi dans des meurtres, alors qu'en fait c'est tout simplement des faux papiers. Et en fait derrière les gens ils demandaient une immunité diplomatique justement pour pas être coincés dans leurs trafics illégaux. De ce fait, le Sealand est un petit peu attristé de voir que des gens l'utilisent pour faire des choses pas très légales, surtout que maintenant, Michael, on voit qu'il est plus comme ça, il a envie que ce soit quelque chose de bien, quelque chose de positif. Donc en fait, la plateforme n'a pas été vendue, et donc aujourd'hui, le Sealand est toujours la propriété des Bates, et propose principalement une boutique en ligne et des titres. Oui, effectivement, vous pouvez devenir seigneur de Sealand si vous le souhaitez, moyennant quelques euros, ou même encore prendre une e-citoyenneté, ou tout simplement acheter une casquette. Ça peut être un premier pas un petit peu plus calme que tout de suite demander une citoyenneté dans un tout petit pays. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur les forts engines, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous aurai raconté un peu tout ce qui s'est passé avec ces forts. C'est quand même dingue de se dire qu'un pays s'est autoproclamé sur ces plateformes. C'est fou, c'est hallucinant. Alors, bien évidemment, c'est l'erreur du Royaume-Uni. Hein. Si elle n'aurait jamais décommissionné ces forts, il n'y aurait jamais eu le problème. Mais bon, au moins, ça nous a permis d'avoir une histoire à raconter aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez que je vous raconte encore des histoires comme ça,
J'en ai encore en stock, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace!